Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le film le plus connu d'Elia Kazan date de 1963, c'est America, America, et voici la phrase qu'il prononce en prologue de ce film. « Je m'appelle Elia Kazan, je suis grec de sang, turc de naissance et américain parce que mon oncle fit un voyage. » Et on voit le film s'ouvrir sur un plan en noir et blanc des montagnes d'Anatolie. Le jeune héros Stavros va quitter ces montagnes pour aller se lancer dans un périple initiatique vers l'Amérique. C'est un voyage qui va non seulement le transformer, mais si je puis dire, le former. L'Anatolie, c'est la terre de naissance d'Elia Kazan, donc à Kayseri, en plein centre de l'actuelle Turquie. Le petit Elias grandit dans une maison confortable avec toutes sortes de domestiques, mais sa famille fait partie en Turquie de la minorité grecque. Et comme les Arméniens, les Grecs régulièrement ont été persécutés par les Turcs. L'un de mes premiers souvenirs est d'être dans le lit de ma grand-mère qui me racontait des histoires sur les massacres des Arméniens, raconte-t-il. Elle me racontait comment ils avaient caché les Arméniens dans leur cave. Les Grecs à Kayseri parlaient grec à la maison, mais quand ils étaient à l'extérieur, par exemple au marché, ils parlaient turc. Et moi, je parle aussi bien le grec que le turc. Ça veut dire que je parle la langue de l'opprimé et la langue de l'oppresseur. Il raconte ça à Michel Simon en 1973 dans l'ouvrage qui s'appellera Losé Kazan. Un jour de 1913, en 1913 ça veut dire qu'Elia Kazan a 4 ans, on lui explique que toute la famille va partir pour un grand voyage, qu'ils vont monter sur un bateau, traverser un océan pour aller rejoindre l'oncle Joe en Amérique. Le père, la mère, l'enfant vont donc débarquer, comme on faisait à l'époque, à Ellis Island et passer le tri des migrants. Vous savez, ils s'installent dans un ghetto grec de Harlem. Nous vivions toujours ensemble, dira-t-il. Nous étions toujours très inquiets, très prudents. On ne se mélangeait pas avec les Américains. Le père se met au travail, il vend des tapis, comme fait déjà depuis un certain temps l'oncle Joe, et à force d'acharnement, il devient un commerçant un peu prospère. L'avenir d'Elia est tout tracé. « Tu reprendras l'affaire, fiston », lui dit son père. Seulement, l'enfant est très doué à l'école. Sa mère, ses instituteurs, tout le monde l'incite à poursuivre. On l'inscrit dans un collège UP, le Williams College, au nord de New York. Pour payer sa scolarité, il doit faire le ménage dans l'école. Il doit faire la plonge à la cantine. C'est tout à fait l'histoire de la success story telle qu'on la raconte en Amérique, bien sûr. Ses camarades de la haute société ont tendance à le mépriser, en tout cas à se moquer de sa tête de métèque, comme il dit lui-même. Il est un peu le mouton noir, si vous voulez, qui rumine sa revanche là-bas un peu à l'écart, qui lit énormément à s'en fatiguer les yeux et qui finit par décrocher un bac artistique. Coup dur pour le père, qui en plus subit le krach de 29 de plein fouet. La Grande Dépression l'a brisé, lui a cassé l'échine, l'a démoralisé, puis elle l'a achevé, racontera Kazan, toujours en parlant à Michel Simon. Malgré ça, Elia Kazan, qui a 20 ans, va tourner le dos au commerce de tapis et s'inscrire au cours d'art dramatique de Yale. Et là, en échange de menus services rendus à l'université, il va pouvoir étudier dans le domaine qui le passionne. Vous voyez que c'est toujours la voie royale, il gravit les échelons. Il fréquente les salles de cinéma, il découvre le cinéma de Renoir, celui de Vigo, de Ford, d'Eisenstein, un cinéma qui met en scène le petit peuple, qui est en quelque sorte son peuple. Il rejoint le collectif de comédiens et réalisateurs du Grove Theater de New York, et là on peut dire qu'il fait un petit peu tout. Et notamment, il va faire ses débuts de comédien, il joue dans ses premières pièces. Un jour, un critique publie sur lui un article incendiaire et Kazan est profondément vexé. Il décide qu'il ne remettra plus les pieds sur les planches et à ce moment-là, il se consacre seulement à la mise en scène avec, par exemple, Ils étaient tous mes fils ou plus tard Mort d'un commis voyageur, bien sûr, d'Arthur Miller ou Soudain l'été dernier de Tennessee Williams. Et parallèlement, il se marie avec Molly Day Thatcher, qui est une jeune comédienne, et il entre au Parti communiste. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Le milieu du théâtre et surtout le groupe théâtre est certes très à gauche, mais Kazan va loin dans son engagement. Et là encore, on se moque de lui, on le surnomme l'éclair prolétarien.
On voulait être des prolétaires, dira Kazan. Moi, par exemple, je portais toujours une casquette de travailleur comme un chauffeur de taxi et des vêtements très communs. C'était une façon de se démarquer de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie parce qu'on pensait que c'était eux les corrompus. Le théâtre, l'engagement, voilà la façon qu'il va trouver en quelque sorte de parler haut. Voilà quelqu'un qui n'aura cessé, somme toute, de vouloir relever la tête, vous voyez. La cellule communiste dans le théâtre new-yorkais est particulièrement doctrinaire. On lui demande de rédiger des notes sur un certain nombre de ses collègues. Le Parti communiste trouve que ces comédiens ne sont pas assez subversifs, on les pousse à la grève. Sauf que Kazan refuse de faire les rapports en question et de soutenir la grève. Il passe devant une commission disciplinaire du parti. On est en pleine époque stalinienne. Et le voilà exclu à l'unanimité, sauf une voix. Et la voix en question, c'est la sienne. On m'a accusé d'être un vendu, dit-il. Ce procès m'a laissé un souvenir inoubliable. Mais pendant des années, j'ai été fidèle à cette idéologie jusqu'à ce que j'apprenne ce qui s'était passé avec Staline. Oui. Ça a été le cas d'un certain nombre de communistes à travers le monde, ça me direz-vous. À ce moment-là, il va se concentrer davantage sur le théâtre, approfondir sa méthode. La méthode de Kazan, c'est d'entrer en totale empathie avec les comédiens, de rester toujours à leur côté. Dans le groupe théâtre, il devient chef de la troupe après le départ des fondateurs. Il va fonder une fameuse école de comédie, n'est-ce pas, l'Actors Studio, avec une méthode révolutionnaire à l'époque, qui est de travailler le passé de l'acteur, de puiser dans son expérience, dans sa mémoire affective pour jouer les émotions. C'est toute la méthode Stanislavski. En 1947, Tennessee Williams écrit une nouvelle pièce, l'histoire d'un trio sensuel, toxique à la Nouvelle-Orléans. Vous me voyez venir, évidemment, c'est un tramway nommé Désir. Williams et Kazan travaillent ensemble à la mise en scène et sur les planches, ils vont faire monter un jeune comédien qui tout de suite est une révélation fracassante puisque c'est Marlon Brando. Alors là, la presse est dithyrambique, le texte décroche le prix Pulitzer, la pièce décroche, si je puis dire, le prix du public. En tout cas, le public l'acclame, elle sera jouée 850 fois. C'est le triomphe à Broadway, mais pas seulement à Broadway, c'est aussi le triomphe à Hollywood. Les studios de cinéma ont repéré le grand talent de Kazan pour la mise en scène. C'est la Fox, la 20th Century Fox, qui en premier va l'appeler pour lui confier la réalisation d'Ulysse de Brooklyn en 1945. L'histoire d'une famille plongée dans la pauvreté après la mort du père. On est toujours dans cette histoire sociale des États-Unis marquée par la crise. Et puis, ce sera l'histoire d'une erreur judiciaire dans Boomerang. Panique dans la rue est un grand film à suspense où la peste menace la Nouvelle-Orléans. Bref, des films qui sont impeccables, qui sont denses, dans des noirs et blancs absolument magnifiques. Et en 1947, premier Oscar pour Le Mur invisible sur l'antisémitisme. Évidemment, c'est l'adaptation d'un tramway nommé Désir qui va littéralement transformer le cinéma d'Elia Kazan. D'abord, il refuse d'adopter cette pièce qui a été jouée tant de fois. C'est comme si j'épousais la même femme 2 fois, dira-t-il. Et puis, la Warner ayant quelques arguments, il se laisse convaincre. Et dans le rôle de Blanche, ce sera Vivian Leigh. Dans celui de Stanley, évidemment, toujours Marlon Brando, qui là est irremplaçable. Comme au théâtre, Kazan va se révéler un directeur d'acteurs absolument magnifique. Il est là, toujours à côté des comédiens. Il est attentif, il est rassurant. Il donne à chaque acteur le sentiment d'être le plus important, nous dira Michel Simon. Voilà comment Kazan parle, par exemple, de Brando. C'est Elia Kazan qui parle. Brando a tout, une sensibilité et une violence terribles, une grande intelligence, il a une intuition extrême, il est bisexué en ce sens qu'il a des choses, une perception à la fois masculine et féminine. Il est honnête et vous parle franchement, il est tortueux aussi et masque ses démarches et ses réactions. On ne sait pas comment il obtient ses résultats. Si le rôle se trouve dans sa gamme, qui est très étendue, alors personne ne peut l'égaler. Brando vous offre vraiment quelque chose qui est en soi une œuvre d'art. Voilà ce qui s'appelle un bel hommage. Brando et Leigh crèvent l'écran, on peut le dire, dans un tramway nommé Désir. Il joue cette attraction-répulsion dans la moiteur de la Louisiane. Immense succès pour le film, avec ce cinéma qui change pour Kazan, qui devient en quelque sorte un cinéma de l'intime, du corporel.
Il était le cinéma de l'humanisme et des mouvements sociaux. Il devient le cinéma tout simplement de l'humain. Et là, on peut dire que l'ambition de Kazan est comblée, que l'immigré d'Anatolie tient sa revanche, mais il va de nouveau être confronté à la grande histoire, puisqu'on est en pleine guerre froide. On est en plein macartisme à Hollywood, et c'est l'époque de la chasse aux sorcières. Je vous rappelle cette histoire, c'est que dès 1945, la commission des activités anti-américaines a commencé à débusquer les agents communistes dans tous les secteurs du spectacle et tout spécialement du cinéma. Le sénateur républicain McCarthy a fait de cela son cheval de bataille et Broadway comme Hollywood sont visés parce que ce sont des foyers, je vous l'ai dit, ce sont des foyers de la gauche en général et des communistes en particulier. Un jour, cette commission invite Kazan à témoigner. Alors, avec son passé, inutile de vous dire qu'il est très suspect. Seulement, la commission attend plutôt de lui qu'il dénonce ses camarades, notamment les anciens du groupe Théâtre. Décidément, on attend beaucoup de dénonciations de cet homme, puisque rappelez-vous qu'avant, c'était le Parti communiste qui voulait lui obtenir des délations. Et Kazan est stupéfait. « Je ne dénoncerai jamais », dit-il. Il se met à cogiter. Est-ce qu'il faut faire profil bas? Est-ce qu'il faut rester fidèle ou se renier? Ce sont des dilemmes qu'il connaît depuis son arrivée aux États-Unis. Il a été forgé là-dedans. Sa femme l'incite à témoigner devant la commission. Sa femme, c'est Molly. Elle est socialiste, mais elle est très hostile aux staliniens du PC. Tu ne dois rien à ces hommes-là. Ils veulent la dictature, dit-elle. Et si tu ne témoignes pas, tu te retrouveras sur la liste noire des réalisateurs boycottés et tu pourras tirer un trait sur ta carrière. Et pense à nos enfants, dit Molly. Ils ont 4 enfants. Les grands patrons des studios, Warner, Meyer, Skouras, ont déjà dressé la liste des réalisateurs, des comédiens, des techniciens qui, à leurs yeux, sont trop à gauche. Certains des collègues de Elia Kazan également sont visés, bien sûr. L'ancien communiste Michael Dmytryk qui a cédé, l'anticommuniste Robert Taylor qui a dénoncé sans complexe. Seulement, la plupart des convoqués refusent de s'incriminer et bien sûr refusent de dénoncer. Et qu'est-ce qui se passe pour eux dans ce cas-là? C'est le chômage ou même l'exil, voire dans certains cas la prison. Finalement, un jour d'avril 52, Kazan franchit les portes de la commission des activités anti-américaines et on lui pose la question. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous avez été membre du Parti communiste américain? Oui, j'ai été communiste, dit-il. Oui, je confirme que ces gens sont communistes. Et Elia Kazan, malgré tous les principes que nous avons vus depuis le début, va livrer 8 noms. Des noms qui étaient déjà connus du FBI, parce que pour tout vous dire, le FBI avait une taupe dans la cellule communiste d'Hollywood, mais il n'empêche que le témoignage de Kazan pèse lourd, car il confirme les charges. Et quelques jours plus tard, il va acheter un encart de publicité dans le New York Times et publier un texte pour régler ses comptes avec le Parti communiste et justifier sa position. Les communistes violent systématiquement les règles de la démocratie. Le secret sert les communistes. Les libéraux doivent s'exprimer, dit-il. Ça ressemble quand même beaucoup à de l'auto-justification, tout ça. Et plus tard, mais alors vraiment bien plus tard, dans une autobiographie qui s'appelle « Une vie », il concédera quand même, il y avait une certaine indécence dans ce que j'avais fait et mes motivations n'étaient pas tout à fait nettes. Ce que j'avais fait était correct, mais est-ce que c'était moral? Après cette délation, Kazan va se trouver à nouveau en marge. Mais alors là, maintenant, il n'est pas seulement le suspect aux yeux des autorités telles comme il faut. Il est devenu, pour toute une grande partie de la profession, il est devenu le traître. Ça va marquer son œuvre en profondeur, cette affaire. Et d'une certaine manière, ça va peut-être apporter à son travail une dose de subtilité, de complexité. Par exemple, dans À l'Est d'Éden, il adapte le roman de Steinbeck, et il donne le rôle titre, le rôle de Cole, à James Dean, bien sûr, qui crève l'écran lui aussi. Bien, dans ce film, on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations de la part d'Elia Kazan. Il révèle, en fait, le héros, James Dean, est rejeté par son père et en révélant un secret sur sa mère, il provoque une double catastrophe puisque c'est le départ de son frère à la guerre et l'attaque cérébrale de son père.
Encore plus évident, il y a le film tourné en 54 qui s'appelle Sur les quais. Là, le héros est un docker qui est joué par Marlon Brando, qui joue le rôle donc de Terry, qui en vient à dénoncer le parrain mafieux qui contrôle le syndicat du port. « T'es qu'un salaud !» crie Terry. « Et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. » Comme s'il assumait et qu'en même temps, il souffrait de ce qu'il venait de faire. Pour réaliser ce film, Kazan a voulu les meilleurs, comme l'ancien chef opérateur de Jean Vigo, Boris Kaufman. Et pour la composition musicale, il a choisi, ai-je besoin de vous dire, Leonard Bernstein. C'est Pierre Anquetin qui a préparé cette émission et qui insiste bien sur l'extraordinaire ambiguïté de la position d'Elia Kazan, qui d'un côté a trahi les communistes, ça c'est incontestable, mais d'un autre côté reste fidèle à cette cause des déshérités qu'il n'aura cessé de servir. La meilleure chose que je puisse répondre aux gens qui me portent cette critique, c'est regardez mes films, regardez ce que j'ai fait, je réalise des films qui font qu'on m'appelle encore communiste. Bon. On pourrait évoquer bien sûr La fièvre dans le sang ou Baby Doll. Il y a deux autres films qui sont plus autobiographiques. C'est America, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, en 63, dont le jeune héros Stavros part pour faire fortune en Amérique avec les biens les plus précieux de sa famille. Et il va se faire dépouiller en route et il va devenir plus que combatif puisqu'il ira jusqu'à tuer. Et une fois en Amérique, à Ellis Island, il doit usurper l'identité de son ami mort et restera ensuite l'homme inquiet qu'est par ailleurs Elia Kazan, disons-le. Dans sa biographie sur Elia Kazan, qui s'appelle Une Amérique du chaos, Florence Colombani nous dit « Pour parvenir au terme de sa quête, il doit se renier lui-même, abdiquer son honneur et son appartenance familiale. Il doit, c'est toute la grandeur amère de cette histoire, cesser d'être un homme pour renaître sur le sol d'Amérique. Ainsi, America nous raconte un itinéraire d'une cruauté indicible. Stavros court à la rédemption et à sa propre perte dans un même mouvement. » Et puis après, America, en 69, il y aura l'arrangement où on verra le héros Eddie, qui est joué par Kirk Douglas, qui fait fortune mais qui tente de se suicider, accablé par la litanie de compromis qui ont construit cette réussite. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les derniers films sont des échecs commerciaux, Les Visiteurs sur la guerre du Vietnam, le dernier Nabab sur un mania d'Hollywood, extraordinaire film d'ailleurs. Les studios ont tourné le dos à Elia Kazan, qui va se consacrer à l'écriture de romans, des romans qui se vendent très bien. À la cérémonie des Oscars de 99, Martin Scorsese appelle Elia Kazan sur scène pour un Oscar d'honneur à ce vieux monsieur élégant de 90 ans. Une partie de la salle l'acclame, mais disons les choses, une autre moitié de la salle va rester de marbre. On ne lui a d'une certaine manière toujours pas pardonné. Vous écoutez Radio Classique.